Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Camille Couder, j'enseigne la physique-chimie en première et en terminale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier, la note et qu'est-ce que je fais dans ma classe. Effectivement, dans ma classe, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui mets la note de trimestre sur le bulletin à mes élèves, c'est eux-mêmes qui vont choisir leur note. Et donc la question, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais tout ça, comment est-ce que je fais pour que les élèves se fixent eux-mêmes leurs notes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous expliquer comment je fais, il faut déjà prendre quelques pincettes par rapport à ce que c'est que la note et se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que cette note. Souvent, la note est vue comme un instrument de mesure. Ça mesure quelque chose, voilà. Si on prend cette note comme un instrument de mesure, on voit trois problèmes arriver. Le premier problème vient de la docimologie. La docimologie, c'est l'étude justement de cette mesure où on voit qu'en fait, d'un professeur à l'autre, d'un correcteur à l'autre, sur une même copie, les notes peuvent varier en gros d'une dizaine de points sur 20. Donc, beaucoup. Donc, si la note est un instrument de mesure, c'est un instrument de mesure qui n'est pas précis du tout. Même quand nous, on recorrige nos copies, moi aujourd'hui, j'estime que je suis précise à plus ou moins 2. C'est-à-dire qu'une copie qui a 12 et une copie qui est 14, un jour, il y en a une qui va être devant, et puis si je corrige dans l'autre sens, un autre paquet, hop, elle va être dans l'autre sens. Pas vraiment moyen de savoir laquelle des deux est meilleure que l'autre. En revanche, entre une copie qui va être marquée à 18 et une copie marquée à 12, là, quel que soit le moment dans lequel je les corrigerai, la copie notée 18 sera toujours meilleure, enfin qui était originellement notée 18 sera toujours meilleure que celle qui était originellement notée 12. Donc ça, c'est vraiment des résultats assez classiques de docimologie sur le fait que ce n'est pas précis du tout et en fait très subjectif. Une autre expérience un petit peu docimologique, l'expérience de Hugues et Montaigne, nous montre qu'en plus l'évaluation, c'est-à-dire la performance des élèves, comment les élèves vont réussir leur contrôle, dépend de la façon dont c'est évalué. Concrètement, dans cette expérience, on donnait le même exercice à des élèves. Dans un, on disait c'est un exercice de maths, dans l'autre, on disait c'est un exercice d'art plastique. Et on voyait que les mêmes genres d'élèves performaient de façon très différente suivant juste ce qu'on mettait sur la copie. Les élèves qui se percevaient comme étant des bons élèves performaient nettement plus quand il y avait marqué géométrie, quand il y avait marqué art plastique. Et inversement, les élèves qui se percevaient comme étant des mauvais élèves en classe, et en tout cas en difficulté scolaire, performaient nettement plus quand il y avait marqué art plastique, alors que c'était le même exercice, les mêmes correcteurs. Donc cette note, qu'est-ce qu'elle mesure en fait? Si c'est un instrument de mesure, elle mesure quoi? Donc on fait des notes de performance comme ça, puisque c'est la seule chose qu'on peut dire quand on met les élèves dans un contrôle, c'est qu'ils sont, ils sont capables de réussir les 3/4 ou la moitié de l'exercice. On a des notes qui ne sont pas du tout précises, dont on ne sait pas comment les élèves ont performé, etc. Et donc, on a ces notes qui ne sont pas du tout précises. Et là, on va faire quelque chose d'assez magique, c'est qu'on va les mettre dans un tableur Excel ou Pronote ou École Directe. Et là, il va y avoir des chiffres, des moyennes extrêmement précises, des fois avec deux chiffres après la virgule qui vont arriver. Et comme ces chiffres, on a l'impression qu'ils sont extrêmement précis, et on va pouvoir prendre des décisions qui pèsent quand même sur l'avenir de nos élèves grâce à ces chiffres-là. Et là, c'est un petit peu le problème que me pose la note, notamment les moyennes, c'est qu'on crée un faux sentiment de précision. Parce qu'on arrive à avoir ces deux chiffres après la virgule, c'est hyper précis. Mais si on se rappelle bien, tout ce qui nous a servi à mesurer cette moyenne n'est complètement pas précis, on ne sait pas vraiment ce que c'est et on ne sait pas vraiment ce que ça mesure. Donc moi, ça me choque un petit peu, ce côté, on prend plein de trucs, on ne sait pas trop ce que c'est très vague, et on en fait quelque chose qu'on estime comme étant très précis. Moi, je suis prof de physique, la précision, ça ne marche pas comme ça. Si les mesures sont imprécises, le résultat final va aussi être assez imprécis. Et en fait, on voit qu'il y a plein de problèmes qui arrivent quand on prend la note comme étant une mesure. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de dire, ok, la note, en fait, peut-être que ce n'est pas une mesure. Peut-être qu'on n'arrive pas à mesurer et c'est compliqué parce que ce n'est pas fait pour ça. La note, ce n'est pas une mesure. On va dire non, c'est quelque chose de subjectif et on va, accepter ce côté subjectif et dire la note, ce n'est pas une mesure, c'est un message. Alors, pour qui ce message? Principalement pour quand on écrit une note sur un bulletin, principalement pour les parents, mais aussi pour les autres établissements où l'élève va devoir aller ou pour les écoles post-bac sur lesquelles il va postuler. Donc, un message vers l'extérieur de la classe. Si on prend la note comme un message, la question, ça va être plus de comment je vais construire mes notes de performance et mes moyennes et mes coefficients pour avoir une moyenne qui correspond à ce que je veux. Non, la question, ça va être comment je vais construire cette note pour qu'elle envoie le message que je veux envoyer. Et c'est là que les choses se simplifient drastiquement. En effet, les messages envoyés par la note sont plus ou moins universels. Par exemple, si un élève a moins de la moyenne, et ça un petit peu quel que soit le niveau,
Eh ben, c'est un message d'alerte. Et ça peut être le message d'alerte pour deux principales raisons. C'est soit il y a un manque d'engagement de la part de l'élève, c'est-à-dire il ne travaille pas, par exemple, il ne vient pas en cours, ou alors il n'écoute pas en cours. En tout cas, il y a un manque d'engagement. Ou alors il y a un engagement, mais il y a un gros problème de lacune. Il lui manque des notions des années précédentes, ce qui fait qu'il construit son cours sur des trous. Et donc, en fait, il lui manque des bases. Donc voilà, donc quand on a marqué 8 ou 9 sur un bulletin, tout le monde voit, soit l'appréciation est positive, c'est qu'il lui manque des bases, soit l'appréciation est négative, c'est qu'il manque d'engagement. Donc mettre une note inférieure à la moyenne, c'est donc ce message-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais regarder quels sont mes élèves engagés. Donc je vais mesurer l'engagement, pas la performance, l'engagement. Est-ce qu'ils sont présents en cours? Est-ce qu'ils écoutent en cours? Est-ce qu'ils font les devoirs? Est-ce qu'ils font ce qu'on leur demande? S'ils ne font pas le minimum demandé, ils ne vont pas pouvoir avoir la moyenne parce qu'il y a un manque d'engagement. De même, je vais vérifier vraiment les bases principales, notamment par exemple avec des QCM de cours. Si l'élève n'est pas capable de répondre à ces QCM de cours en lui laissant bien sûr le temps d'apprendre et le temps de se tromper, mais qu'il n'y arrive jamais à y arriver, c'est qu'il a des gros problèmes de lacunes. Et donc, les élèves qui ne vont pas être engagés ou qui vont avoir des lacunes de cours, on va leur mettre une note inférieure à la moyenne. À noter que je ne mets jamais de note inférieure à 7. Pourquoi? Parce que 7, c'est déjà, le message est le même à 5, 4, 3, 2. Le message qu'on envoie à l'extérieur est le même, c'est « ça ne va pas, il y a un problème et cet élève, les bases ne sont pas là et il n'est pas engagé ». Donc, descendre en dessous de 7, pour moi, c'est juste attaquer l'estime personnelle de l'élève, mais ça n'apporte pas d'informations supplémentaires à l'extérieur, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. S'il y a de l'engagement, mais que les connaissances ne sont pas là, là, on ne va pas mettre 7, mais on va mettre, par exemple, 8 ou 9. On voit que là, ce n'est pas du décrochage, mais que ce n'est pas encore tout à fait ça. Ce qui est étonnant à remarquer, c'est que depuis que je fais ça, j'ai peu d'élèves à 8 ou 9. Effectivement, comme je mesure l'engagement et comme je les force à voir s'ils connaissent leur cours pour avoir au moins 8 ou 9, en fait, ils vont le faire naturellement et le fait de s'engager et d'apprendre son cours, ça va dire ils vont naturellement arriver au minimum exigible, donc à 10. Donc j'ai des élèves à 7, des élèves qui sont en décrochage, qui n'y arrivent pas du tout, qui ne sont pas engagés. Et j'ai des élèves à 10 qui ont juste le minimum, mais j'ai très très peu d'élèves, voire pas d'élèves entre 8 et 9, parce que comme ils sont engagés, ils ont réussi à au moins acquérir le minimum. Alors le message de 10, c'est la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ce message? Si on a 10 sur un bulletin, ça veut dire que la base est là, mais vraiment juste la base, il n'y a rien de plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini ce que c'était pour moi la base. La base, c'est savoir répondre aux QCM de cours et savoir faire les exercices d'application. Donc, je vais regarder si les élèves savent faire ça. À la fin du trimestre, ils ont le droit d'essayer plein de fois, mais s'ils y arrivent au moins une fois, ils vont, sur chacun des chapitres, ils vont avoir 10. Donc, entre 11, 12 et 15, vous voyez, il y a une sorte de gros ventre mou. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça va, un élève qui a 12, un élève qui a 14, ça va dans la matière, il n'y a pas de souci. Mais bon, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a 14 et qu'il y en a un qui a 12? Moi, je fais le choix de dire que c'est une notion d'objectif d'apprentissage. C'est-à-dire que l'élève qui a 14 a acquis plus de notions, il a appris plus de choses que celui qui avait 12. Et donc, en fait, dans le trimestre, je vais définir un certain nombre d'objectifs d'apprentissage. Et les élèves vont pouvoir le valider tout au long du trimestre. Et s'ils en valident plus, ils vont pouvoir aller jusqu'à 15. Et s'ils n'en valident pas beaucoup, ils seront plutôt vers 11-12. Et donc, c'est ainsi qu'ils vont pouvoir choisir, en fonction du nombre d'objectifs d'apprentissage qu'ils vont valider, ils vont pouvoir choisir leur note entre 11-12 et 15. À partir de 16, les choses changent parce qu'on arrive dans la tête de classe. Et donc là, l'idée, c'est plus de distinguer les moyens des bons, mais de distinguer les très bons élèves des excellents. Quels sont les élèves que j'ai envie, qui ont envie, qui vont pouvoir s'épanouir dans des écoles prestigieuses, ou quels sont ceux qui sont très bons et qui n'ont pas forcément, comment les différencier? Pour répondre à cette question, je me suis posé une question toute simple, c'est moi, si j'étais recruteur dans une école post-bac, qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de recruter cet élève-là plutôt qu'un autre, sachant que les notions acquises du cours sont à peu près les mêmes. C'est des très bons élèves, ils ont acquis globalement tout le cours, ils savent tout faire, en grande partie, mais qu'est-ce qui fait que j'en préférerais en recruter un plutôt qu'un autre? Et pour moi, ça va être la notion de ce qu'il va pouvoir apporter à la communauté d'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'il va pouvoir faire pour la classe. Donc, je vais lui demander deux choses. La première chose, c'est de effectivement s'impliquer dans la classe, c'est-à-dire de proposer des choses pour aider les autres, pour améliorer la vie de classe. Je vais vraiment demander à ma tête de classe, s'ils veulent aller chercher 18-20, de s'investir pour changer la dynamique de groupe.
Et l'autre chose aussi, c'est que je vais faire monter mes exigences pour aller leur demander d'aller chercher des exercices plus compliqués, pour qu'ils aillent chercher des compétences qui sont peut-être en dehors du programme. Et là, sur ces élèves-là, je vais monter sur 18, 19, 20 de moyenne. Mais on est vraiment sur l'extrêmement tête de classe, les élèves qui vont avoir 18, 19, 20. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai tous ces critères? Je définis des paliers et ces paliers, je vais les communiquer aux élèves. Alors, si ça vous intéresse, dans la description, je vous ai mis un lien vers le fichier où je décris tous mes paliers de notes pour l'année 2019-2020 en première en physique. Ce qui est important, je pense, pour que ça fonctionne, pour que les élèves rentrent dans le système, c'est que les évaluations soient positives, c'est-à-dire que l'erreur n'est jamais pénalisée. Quand mes paliers sont définis, si jamais il y a par exemple un objectif d'apprentissage qu'ils n'arrivent pas à valider, eh bien ça leur donne le droit de se corriger et de le valider autrement à un autre moment. En tout cas, le fait de rater n'est jamais pénalisé, ça donne juste le droit de recommencer. Et ça, je pense que c'est très important de changer le statut de l'erreur. L'erreur est vue comme quelque chose qui nous permet d'avancer et pas comme quelque chose qu'il faut éviter. Donc au début de chaque trimestre, avec ces paliers-là, les élèves décident en fait de la note qu'ils vont viser en fin de trimestre. Est-ce qu'ils vont viser 18? Est-ce qu'ils vont viser 12? Est-ce qu'ils vont viser 14? Moi, je ne les laisse pas viser en dessous de 10. Pour moi, s'ils visent en dessous de 10, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit. Il y a un problème d'orientation. Ils doivent viser minimum 10. Et en fonction de la note qu'ils se visent, ils vont devoir établir un plan de travail et donc établir la somme de travail qu'ils vont devoir mettre pour atteindre leur note. Et on voit que pour atteindre des notes comme 17, 18, 19, 20, la charge de travail est nettement plus conséquente que pour obtenir par exemple 14. Donc une fois qu'ils se sont fixés cette note-là, on y va, on commence les validations, les mesures d'engagement, les mesures des bases, etc. En mi-trimestre, je mets une note indicative sur le NT pour les parents. Donc c'est une note qui est marquée coefficient 0. Pour leur montrer où en est leur enfant. Et toujours pareil sur le principe du message, c'est-à-dire que si je vois des élèves qui ont du mal à tenir leurs objectifs, je vais plutôt leur mettre 8, ou s'ils demandaient 18 mais que je vois qu'ils ne sont pas capables de faire attention à la classe, je vais leur mettre 15. Enfin, je mets la note qui me semble indicative à ce moment-là du trimestre, mais ce n'est pas une note qui va compter, c'est une note pour donner un message aux parents. À la fin du trimestre, chaque élève compile tout ce qu'il a réussi à faire, tous ses achievements, toutes ses réussites du trimestre, et il les met sur une grande feuille et on fait un bilan. Et il compare ce qu'il s'était fixé comme note. Voilà, je visais 14, donc il fallait que je valide 10 objectifs d'apprentissage par exemple, et il le compare à ce qu'il a réellement fait. Et suite à ça, il va pouvoir se fixer sa note, soit au-dessus, soit en dessous de ce qu'il avait visé, en fonction de ce qu'il a réussi à valider. Donc ce n'est pas une note parce que je le mérite, mais une note parce qu'il a su montrer ce qu'il maîtrisait. Une fois que tous les élèves ont fait ce travail, moi je ramasse toutes ces feuilles, je ramasse tous ces bilans et je regarde les notes qu'ils se sont fixées. Et moi en fait là je prends le rôle non pas de jugement de chacun des élèves, mais je suis garante de l'équité dans la classe. C'est-à-dire que si deux élèves ont la même note, c'est qu'ils ont fourni à peu près le même nombre de validations, qu'ils maîtrisent à peu près le même pourcentage dans ce qui a été vu le trimestre. Donc si je suis d'accord avec ce qu'ils demandent, voilà, ça correspond à ce qui était visé, etc., il n'y a pas de problème, leur note ils l'ont demandé, hop, on la met sur le bulletin. Si jamais l'élève demande moins que ce que moi je lui aurais mis, et ça arrive, je prends le temps de faire un entretien individuel avec l'élève parce que c'est donc qu'il y a un problème d'estime de soi. L'élève se sous-estime et donc c'est important dans un entretien de lui montrer qu'en fait il sait faire des choses et d'essayer de travailler peut-être un syndrome de l'imposteur ou quelque chose qui se travaille là avec l'élève en entretien. Et bien évidemment, je lui mets la note que moi je lui aurais mis, donc qui est supérieure à ce que lui a demandé. Et enfin, dans certains cas, même certains, je dirais, entre un tiers et la moitié des cas, les élèves demandent plus que ce que moi, je leur aurais mis en regardant leur validation. Mais qu'est-ce que je fais? C'est qu'en fait, je leur demande d'argumenter sur la feuille. Donc, je vais lire leurs arguments. Si ce sont des arguments du type « je le mérite »,« j'ai bien travaillé », pour moi, ça ne sont pas des arguments qui sont acceptés. Donc je ne vois pas pourquoi tu le mériterais plus qu'un autre, etc. En revanche, des fois, il y a des arguments qui font mouche. Par exemple, l'ordinateur a planté ce jour-là et du coup, vous m'aviez oublié de me mettre une validation. Ou ça, en fait, je l'ai montré à un autre contrôle, mais vous aviez oublié de le valider. Voilà, enfin des choses où en fait l'élève montre qu'il a acquis des compétences, mais qu'elles n'ont pas été prises en compte dans la fiche où on relève tout. Et donc, ça fait remonter ses compétences, ces choses qu'il sait faire. Et donc là, bien évidemment, je vais me servir de ce qu'il m'apporte en plus pour éventuellement monter sa note.
on continue à ne pas être d'accord avec l'élève, ce que je fais, c'est que simplement je lui fais comparer sa feuille, où il y a donc tout ce que lui il a réussi dans le trimestre, avec un autre élève qui demande la même note que lui. Et un autre élève qui a validé à peu près le même nombre de choses que lui. Et je lui demande ce qu'il en pense. Regarde, je ne sais pas, Kevin, il a demandé 15, il a les 3/4 des choses qui sont validées. Toi, tu demandes 15, mais tu n'en as que la moitié. Est-ce que tu trouverais ça juste d'avoir la même note que Kevin? Et en fait, juste en faisant ça, en leur montrant, c'est anonymisé, mais juste en leur montrant ce que les autres ont validé, ils reviennent très vite à dire mais en fait non, effectivement la note que je lui ai demandé c'est plutôt la même note que Samira, puisque je vois qu'elle a à peu près le même nombre de validations que moi. Donc de les faire, voilà, je suis garante de l'équité, mais en leur montrant ce qu'ont fait les autres, on arrive bien à ce qu'ils se fixent même une note juste. Et voilà, la note a en fait été décidée par l'élève, donc il l'a décidée, moi je la prends et je la mets sur le bulletin. Certaines années j'ai aussi une note de contrôle qui compte un peu dans la moyenne, mais en tout cas cette note-là qu'on se fixe en fin de trimestre compte minimum pour la moitié de la moyenne. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique-là? Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'injustice puisque les élèves choisissent leur note. Si certains parents commencent à dire que oui, mais la note est un peu basse par rapport à ce qu'il voudrait, j'invite l'élève à l'entretien et l'élève explique qu'en fait, il n'a pas fourni le travail qui était demandé et que du coup, il n'a pas fait ce qui était demandé et que du coup, il ne peut pas avoir la note que le parent aimerait qu'il ait. Ce qui fait que je n'ai plus du tout ce sentiment d'injustice quand les mauvaises notes arrivent de l'extérieur. Là, c'est l'élève. Voilà, j'ai des élèves qui sont à 7, mais ils me demandent eux-mêmes d'avoir 7 parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas respecté le contrat pédagogique. Un deuxième avantage, c'est qu'en fait, ça diminue pas mal le décrochage. J'ai très peu d'élèves j'ai pas d'élèves à 8, 9 et j'ai très peu d'élèves à 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme la note, on l'a choisie, si on choisit pas, c'est pas je suis nulle en physique et du coup, j'y arrive pas, c'est juste je ne me donne pas les moyens de travailler assez pour avoir la moyenne. Et donc, il y a un décalage du discours qui fait qu'on tombe sur si on n'est pas bon, on ne peut rien faire, donc on décroche parce que de toute façon, on n'est pas bon. Si en revanche, c'est qu'il suffit de travailler pour avoir des bonnes notes, les élèves vont naturellement se mettre à travailler et donc j'ai beaucoup moins de décrochage. Le troisième avantage qui est un petit peu lié à celui-là, c'est qu'en fait j'ai une très forte augmentation de la motivation des élèves. Je ne sais pas si vous avez l'impression, des fois on dit oui, les élèves ils travaillent que pour la note. Et bien moi, j'ai décidé qu'effectivement, les élèves ne travailleraient que pour la note. Et donc, en fait, mes élèves sont tout le temps en train de travailler pour leur note. Ils sont tout le temps en train d'apprendre des choses et de me montrer ce qu'ils ont appris. Et donc, comme en fait, ils peuvent tout le temps travailler pour la note, ils travaillent juste tout le temps. Ce qui fait que, par exemple, quand j'arrive en classe, souvent la classe a déjà commencé à travailler ou je peux me permettre d'avoir un groupe d'élèves dans une autre salle de classe que la mienne et je sais qu'ils sont en train de travailler de façon efficace et sérieuse. Et ça change tout quand on est prof, c'est-à-dire que je n'ai plus l'impression de traîner ma classe, de devoir les mettre au travail. Au contraire, moi j'arrive et eux ils sont au travail et moi je suis juste là pour les aider quand ils en ont besoin. Voilà, je me laisse traîner par ma classe et ce n'est pas à moi au contraire de les raccrocher. C'est eux qui entraînent. Le dernier avantage qui n'est pas des moindres, c'est qu'avec ce système, on a une très forte responsabilisation de la tête de classe, ce qui permet d'avoir une dynamique de classe qui va jouer dans le positif tout au long de l'année, puisque du coup, c'est pour chacun, c'est pour le bien de chacun que la dynamique de classe soit meilleure, et donc ça crée une dynamique de classe qui est extrêmement positive sur l'année. Alors, un inconvénient, vous me direz, éventuellement, on peut voir que ça prend plus de temps qu'une évaluation normale. Dans une évaluation normale, à la fin du trimestre, on fait clic, bim, on a le tableau, on a les moyennes. Là, effectivement, il faut que je prenne le temps de faire le bilan avec les élèves, il faut que je prenne le temps de les faire réfléchir sur la note, il faut que je prenne le temps de voir si je suis d'accord ou pas, donc ça prend du temps. Moi, j'ai envie de dire que ça ne me prend pas plus de temps sur le trimestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon temps de correction de copie a fortement diminué grâce à ce système. Donc, j'ai échangé du temps de correction de copie sur du temps d'échange autour de la note qui, pour moi, est beaucoup plus constructif. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai notamment diminué mon temps de correction de copie, je propose une formation sur diminuer son temps de correction de copie que vous trouverez donc le lien en description. Voilà un petit peu comment moi est-ce que je laisse mes élèves fixer leurs notes de trimestre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Je vous répondrai dans une autre vidéo ou par écrit dans les commentaires sur toutes les questions sur ce que ce système, ce que ça fait en classe et comment ça se passe. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.